Oui, mesdames et messieurs, vous l'aurez constaté, après une toute petite pause, aujourd'hui, sur le plateau de Théo Media Talk, nous avons l'honneur de recevoir un invité d'exception. Un frère, un compatriote de la diaspora africaine ici au pays de l'oncle Sam. Il est difficile de résumer en quelques mots la richesse de son parcours, tant il est un homme aux multiples talents. Artiste chanteur de reggae, il fait vibrer les cœurs avec les mélodies engagées et authentiques. Mais ce n'est pas tout. Ayuba Karamoko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ou Brother Ayuba, de son nom d'artiste, est également un passionné des arts martiaux. Tenez-vous bien. Ceinture noire, 4e dan de taekwondo et ancien champion des États-Unis. Aujourd'hui, il se consacre à l'enseignement de cette discipline de combat, partageant son expertise en tant qu'instructeur certifié. Tout au long de cet entretien, nous explorerons non seulement son parcours artistique et sportif, mais aussi les valeurs qu'il véhicule à travers sa musique et sa pratique des arts martiaux. Mesdames et messieurs, je suis Théo Koukouignon. Bonjour et bienvenue à votre émission qui démarre maintenant. Ensemble, accueillons donc notre frère et ami, Brother Ayoub. Bonjour, Brother Ayoub. Bonjour. Je vais vous donner l'occasion de vous présenter à nos téléspectateurs, juste leur dire un petit mot. Ouais, bonjour tout le monde, merci bien. Moi c'est Ayouba, je suis de la Côte d'Ivoire. Mon nom d'artiste c'est Brother Ayouba, le frère Ayouba. Et je fais du reggae, ça fait presque 30 ans que je fais la musique reggae. J'ai pas mal d'albums, 5-6 albums. Nous sommes en train de travailler sur, je crois, un nouvel album qui va sortir l'année prochaine, je pense bien. Je suis père de 3 enfants. Et 2 filles et un garçon qui sont tous nés aux États-Unis. Puis aussi, mon autre passion, c'est les arts martiaux. Donc, je suis maître de taekwondo. J'ai été champion des États-Unis, champion de la Californie. Et j'enseigne toujours les arts martiaux. Je fais aussi la musique. Okay. Nous y reviendrons dans les détails. Alors, Brother Ayoub, je pense que pour mieux nous détendre et rentrer bien de façon fraternelle dans cet entretien, on va se tutoyer. Okay? Voilà. Alors, dis-moi, Brother Ayoub, quelles sont les principales influences musicales qui t'ont amené à chanter? Ouais, le reggae, bien sûr, il y a le grand frère Bob Marley, le tonton Bob Marley, et la plupart des Jamaïcains. Moi, j'aime le roots reggae. Le roots reggae, c'est ceux qui parlent de la culture, de la tradition africaine, c'est ceux qui parlent de la religion, de la discipline. Donc Bob Marley, The Gladiators, Culture, Burning Spear, et bien sûr en Côte d'Ivoire, on a le grand frère Alpha Blondy. Donc c'est ceux-là qui sont mes influences. Et comment tu as commencé cette carrière de chanteur? Quand tu demandes aux Rasta comment ils ont commencé à chanter, ou quelle est la première fois ils ont chanté, ils te disent toujours quand ils sont sortis du ventre de leur mère.
Je pense que c'est l'influence que nous avons eue dans les années 80 quand on grandissait en Côte d'Ivoire. On avait beaucoup d'influence un peu partout, la radio, la télévision. Donc j'ai vu les Bob Marley, j'ai vu les Jamaïcains un peu partout. Donc c'est l'influence. Donc je peux dire que à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à écouter le reggae. Et c'est là que ça a commencé. Ah, ok. Ouais. Alors, et qu'est-ce qui t'a particulièrement amené ici aux États-Unis? J'étais étudiant à l'université d'Abidjan. J'ai quitté l'université en 91 quand il y a eu l'année blanche. C'est nous les étudiants qui étaient en train de faire tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Donc le président Houphouët-Boigny a fermé l'université. Oui. Et mes parents ils savaient que j'étais récalcitrant parce que j'étais dans toutes les marches avec mes cheveux nattés. J'étais dans la rue en train de... Le reggae man. Hein? Ouais, le Rastaman. On m'appelait le ninja, le rebelle, parce qu'on voulait une autre université. Ouais. On voyait que c'était le même président qui était là depuis 33 ans, 30 ans. La révolte. C'était la révolte. Il se passe bien avec la jeunesse, où on a trop lu les tests des révolutionnaires. Donc c'est en 91 que mes parents m'ont fait sortir de la Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit qu'ils vont te faire du mal si tu ne quittes pas ici. Au début, ils voulaient m'envoyer en France. Je leur ai dit non, moi je ne vais pas aller en France. Je vais aller aux États-Unis parce qu'ils savaient que je voulais faire le reggae, je voulais apprendre l'anglais et continuer ma carrière. Donc, c'est ce qui m'envoie ici. Et quand tu arrives ici, comment ça se passe, la vie Pas facile. L'intégration? L'intégration n'a pas été facile. Je peux dire 50-50 parce que c'est une autre culture quand on vient aux États-Unis. D'abord, nous, on était étudiants en fac d'anglais. On croyait qu'on parlait l'anglais. Tu parlais oh non. On croyait qu'on parlait anglais, mais quand je suis venu ici, quand j'écoute les Américains, j'ai dit, mais quel anglais moi je comprenais là-bas? C'est différent. Mais quand tu as une base déjà en anglais, la grammaire, l'orthographe, donc c'était facile. Disons, 6 mois, 9 mois, je me suis attelé vite et puis j'ai commencé à comprendre. Donc, c'était pas trop difficile l'intégration parce que j'avais déjà des ambitions. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est comme la Californie. Il y a beaucoup de nationalités, beaucoup de traditions. Donc, pour moi, c'était comme ouvrir une porte à l'autre. La seule différence, c'était maintenant la langue. La langue. Ouais. Donc, ça n'a pas été, je peux dire. Et puis, on est débrouillard. Et donc, comment est-ce que tu as su t'adapter? Ouais, quand je suis venu, comme je faisais les arts martiaux qui m'ont aidé. C'est pas les diplômes universitaires. Quand je suis venu ici, je suis allé au collège de San Mateo, l'université de San Mateo, où je me suis inscrit pour continuer mes études. Et là-bas, il y avait un club de taekwondo. Et donc, je suis allé là-bas. La première classe, le maître de taekwondo, il m'a vu. Il m'a dit, mais c'est incroyable. Si tu m'écoutes, je peux faire de toi le champion du monde. Il dit, il n'a jamais vu un talent aussi. Ah bon? Donc, j'ai commencé. Et c'est l'université qui m'a aidé à pouvoir... Donc, le karaté, tu le faisais déjà en Côte d'Ivoire? Ouais, j'ai commencé le karaté depuis l'âge de 7 ans, 8 ans en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ouais. Et quand tu es arrivé ici, donc tu es intégré à cette université. Voilà. Et ils m'ont ouvert les portes. Ils ont ouvert les portes. Voilà. J'ai combattu pour l'université, j'ai été champion pour l'université. J'ai représenté la Californie au championnat des États-Unis. Donc, les arts martiaux m'ont beaucoup ouvert la porte aux États-Unis, ce qui m'a beaucoup aidé ici. Alors, cette expérience, comment est-ce que tu l'as vécue en tant que spécialiste en arts martiaux? C'est un truc universel, c'est comme le sport, c'est comme la musique. Donc, ça unit des peuples ça unit des races différentes. Donc, ça a été facile pour moi parce que c'est un truc de discipline. Et les arts martiaux, ça, c'est la discipline, c'est le respect, c'est l'intégrité, c'est des trucs comme ça on connaît. Donc, quand je suis venu ici, j'ai rencontré beaucoup d'Asiatiques, Européens, Africains. Et donc, vraiment, c'était facile pour moi. C'était facile. Voilà, c'est facile. Ok, maintenant, il y a la musique et puis il y a les arts martiaux. Okay. Alors, comment est-ce que tu as pu concilier ces deux aspects?
Et puis il y avait les études aussi. Ouais, les études. Comment est-ce que tu t'organisais? Ah, mais on était jeunes, on avait beaucoup d'énergie. Et puis aussi, quand tu as les ambitions, je pouvais même ajouter la boxe ou la natation ou encore d'autres choses. Ça n'a jamais été un problème pour moi, pas du tout. Jamais. Keep your eyes on the partner's front stance. Do not let them walk. It's got to be deep and long. Back leg is locked, it's straight. Front leg is bent. Ça a été facile pour moi. C'est que je suis une personne, grandissant en Afrique, j'ai beaucoup lu. Donc, je voulais tout connaître. Ma passion, c'est apprendre beaucoup. Je déteste l'ignorance. Et la profondeur de l'ignorance, c'est pas bien. Donc, je vais tout apprendre. Je lis tout, je me mets à tout, je cause avec tous les gens, je vais rencontrer les gens, je vais toujours apprendre avec quelqu'un. Donc, moi, je pense que ça n'a pas été du tout difficile. Hein. Je faisais les arts martiaux, je faisais la musique, il y avait un groupe de reggae déjà. Est-ce que c'était vraiment compatible, la musique, les études, tout ça? Est-ce que c'était compatible là? Oui, je pense bien. Parce que, comme je disais, la musique, pour moi, c'est la discipline aussi. C'est les ambitions. Pour faire la musique, il faut être au courant de ce qui se passe. Il faut connaître la politique. Il faut connaître la société dans laquelle tu es. Il faut connaître la culture. Donc, déjà, il y a une discipline qui est là. Il y a une vision où tu t'en vas. Les arts martiaux, c'est la même chose. C'est le respect aussi. C'est la discipline. Ne pas boire, ne pas fumer. Respecter ton corps. Respecter ton voisin. Aider les jeunes ou les vieillards. Donc, ces deux disciplines, déjà, pour moi, c'est la même chose. Et puis, les études, ça nous permet d'ouvrir encore notre mentalité. Les études, ça nous donne quoi? Ça nous donne l'opportunité de connaître plus, de chercher plus. Donc, pour moi, je suis dans un monde de connaissances. Et tu apprends et tu enseignes. Au moment où quelqu'un t'enseigne, each one teach one. Tu m'enseignes, je t'enseigne. C'est-à-dire un rendez-vous du donner, de recevoir. Oui, c'est ça. Là, tu arrives dans cet état, tu as trouvé quand même une communauté. Oui, j'avais déjà des amis ici, des amis du lycée classique, de l'université déjà sur place ici. Okay. Je suis allé à New York, d'abord de New York, j'appelle mes amis, ok, j'aime pas New York, je vais venir en Californie, donc je suis venu de rencontrer. C'était quoi la différence? New York, c'était très rapide, il y avait tellement de grands bâtiments là-bas, il n'y avait pas de chaleur humaine, parce que là-bas, ça bouge beaucoup. Okay. Et la Californie, je pense que c'était un peu plus ouvert. Et puis aussi, c'est peut-être que comme j'avais des amis de l'université, du lycée classique, donc c'était un peu plus facile. Et il y avait déjà une communauté ici, j'ai partais aux réunions, des trucs comme ça. Mais je suis solitaire beaucoup. Même avec la communauté, j'ai fait toujours mes propres trucs. Voilà, justement, j'allais te demander, est-ce que dans ce que tu fais, tu as le soutien de ta communauté, tout ça, parce que tu as été champion des États-Unis en karaté, tu es musicien, artiste musicien. Est-ce que quand tu performes dans ces différentes disciplines, est-ce que tu as le soutien de tes compatriotes? Je peux dire pas du tout, mais je comprends aussi parce que... Est-ce que ce n'est pas dû au fait que tu es un peu éloigné de cette communauté? Je pense bien. Comme je disais, je suis solitaire, je bouge beaucoup et je n'ai pas besoin d'approbation de qui que ce soit. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et comme aussi tu le disais au début, nul n'est prophète chez soi. Et je joue, je fais la musique. Souvent, je vais jouer le club est rempli, même si je n'ai pas de frères qui viennent me soutenir. J'ai jamais, on dit le solitaire, le lion, il n'a pas besoin il n'a pas besoin de soutien, il fait ce qu'il doit faire. Je suis ma nature est de laisser quelque chose. Chacun va qu'à ses occupations. On a besoin de la communauté, surtout dans tout ce qu'on fait. Et personnellement, beaucoup, ici même en Californie, mais beaucoup ne te connaissent pas. Et encore moi, quand je dis il est artiste-chanteur, il est chanteur de reggae, mais il y en a qui disent non, je ne connais pas. Tu vois, alors, est-ce que tu penses que ce n'est pas un petit handicap toi-même à ton éclosion musicale? Non, pas du tout. On dit, j'ai pas besoin de sortir pour montrer que j'existe. Je peux être dans ma maison et exister. Et comme je disais, c'est un message qu'on propage. Tous les messies, tous les prophètes, ils n'étaient pas connus chez eux, soit ils étaient détestés, ils partaient toujours. Moi, c'est dans ce sens-là que je comprends. Et j'ai toujours la communauté autour de moi. Je peux venir causer avec eux. On ne parle jamais de musique, on ne parle jamais de karaté. Donc, ils ne savent pas ce que j'ai fait. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Pas du tout. Parce que
je vais souvent dans les autres pays. J'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait le Zimbabwe, je vais là-bas, je joue le stade. Et je viens chez moi. Justement, parlons des Zimbabwe. Tu es une grosse star au Zimbabwe. De la trempe même d'Alpha Blondy en Côte d'Ivoire. Grosse star au Zimbabwe. C'est vrai que nul n'est pour faire chez soi, mais Chaque chose en son temps. pourquoi dans un autre pays? Ouais, chaque chose en son temps, je pense. Je pense que c'est pas encore perdu. Je pense que comme je disais, je suis en train de travailler sur un nouvel album, un bel album. Et puis, peut-être aussi que moi, c'est peut-être que c'est ma faute aussi. Peut-être que j'ai négligé la communauté où je suis pas allé assez en Côte d'Ivoire. Justement. J'ai voyagé un peu. J'ai joué à Maryland, j'ai joué à New York, j'ai joué au Kenya, en Afrique du Sud, un peu partout. Mais aussi, le problème, c'est que, en tant qu'artiste, souvent, on a besoin que les producteurs nous appellent. Si on ne m'appelle pas en Afrique du Sud, je ne vais pas aller jouer en Afrique du Sud. Si on ne m'appelle pas en Côte d'Ivoire, je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Donc, il y a ça aussi. Il y a le producteur qui nous invite ou pas m'inviter. Donc, en tant qu'artiste, je ne peux pas m'inviter moi-même. Donc, je fais ce que je peux. En fait, quand on fait la musique, c'est pour le peuple. Vous voyez, c'est pour une certaine audience, surtout à cause du message qu'on véhicule. On souhaiterait qu'une certaine promotion soit faite pour que Brother Ayoub soit vraiment connu en Afrique, de façon générale, et surtout dans son pays. D'abord, même avant chez nous, dans notre environnement, ici où nous vivons, il faut nous gratifier d'un concert un jour pour que tout le monde vienne. Voilà. Je pense que c'est très important. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelques défis que tu rencontres en tant que chanteur dans ce domaine-là? Non, pas du tout. Je crois que je ne sais pas si je vais appeler ça défi. Je suis père de 3 enfants. Bien sûr, mes enfants sont grands maintenant. Le dernier à l'université. C'est pas un défi, mais c'était la responsabilité que j'avais. Je voulais prendre soin de mes enfants. Et donc, j'étais ce qu'on appelle un père qui reste le papa poulet. J'ai passé tout le temps avec les enfants. Donc, j'ai pris moins de conseils. Et les arts martiaux, j'enseignais un peu moins. Donc, vraiment, j'ai pas eu de défi. C'était plus beau pour moi d'être avec mes enfants. Donc, j'ai passé plus de temps avec mes enfants qu'en faisant ma carrière. Maintenant que le dernier a commencé l'université, je pense que maintenant, je vais commencer ma carrière à 100%. Donc, c'est pourquoi on est en train de travailler sur un nouvel album. Et puis, on va commencer à tourner dans le monde entier. Ok. Alors, c'est vrai que le genre musical est reggae, mais quel message, de façon spécifique, Brother Ayoub véhicule dans ses chansons? Le reggae, nous parlons de paix, d'amour, de respect, de la culture, la valorisation de notre culture, de l'indépendance politique et de la connaissance de soi. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de liberté sans connaissance. Celui qui est colonisé, il n'est pas le maître de soi. C'est comme il a reçu un lavage de cerveau. Où on dit en philosophie, le moi n'est pas le maître chez soi. Ça veut dire que mon cerveau n'est pas au contrôle de moi-même. Donc nous, en tant que Rasta, notre message c'est ça.
Africains, connaissez-vous vous-même, respectez votre culture et sachez qui vous êtes, prenez votre indépendance. Nous avons vécu pendant des millénaires et ça veut dire que nous, on a fait des civilisations avant. Et aujourd'hui, il semble que nous sommes défaits. Il semble que on est très complexé. Et le Rastaman, il n'aime pas ça. Il veut dire à chacun, tu es quelqu'un, tu as une culture, tu viens de quelque part, lève-toi comme un lion et sois ce que tu es. Si tu es un oiseau, envole-toi. Si tu es un lion, prouve que tu es un lion. Mais ne sois pas le prisonnier qui est assis et qui est toujours dans le derrière de la voiture, comme le pneu d'arrière qui ne va jamais rattraper le pneu de devant. Donc c'est fort ça, c'est fort. Oui, est-ce que tu peux nous, c'est vrai qu'on n'a pas de guitare ou bien d'instruments, tu peux nous redonner un de tes textes comme message fort là? Il y a une chanson où je parle de la culture à mes frères Rasta. Je dis, qui chante reggae et ne s'élève contre Babylone, il n'est qu'un faux Rasta. Je les vois, André Headlock, c'est pavané, ce sont des faux Rasta. Souvent, ils sont en rouge, jaune, vert, ce sont des faux Rasta. Le Rastaman prêche peace and love, sa vibration est toujours positive. Mais ils ont la bouche pleine de beaux mots, mais le cœur plein de mensonges. Et ils se disent Rasta. Ils ne connaissent pas la philosophie de Marcus Garvey, encore moins celle de Haile Selassie. Brother Ayoub, on attend ce concert. On attend ce concert ici en Californie, ici à San Francisco. C'est 10 chansons qui viennent sur le prochain album. Ah, super. C'est la connaissance. En tout cas. C'est le respect, c'est la discipline. Oui, la prise de conscience surtout. Très important. Ouais. Alors aujourd'hui, quand tu regardes l'Afrique, toi qui es un fils, un fervent défenseur même des causes africaines, quand tu regardes aujourd'hui l'Afrique avec tout ce qui se passe, quel est ton postulat? Well, nous avons des problèmes en Afrique. Nous avons des problèmes. Ce n'est pas seulement des problèmes africains. Nous sommes confrontés au paradigme européen, occidental. L'Afrique l'Afrique a vécu pendant des millénaires. Nous avons eu des civilisations. Ça veut dire que nous existions avant. On a vu les pyramides au Soudan, en Égypte, et les grandes réalisations au Zimbabwe, en Afrique du Sud. Ça veut dire que nous pouvons reprendre encore notre statut. You know? Il faut qu'on sache ça. Et c'est pourquoi je disais qu'ils nous ont enlevé la connaissance de soi. Ils nous ont tellement abasourdis avec leur quotidien, leur guerre interminable. Comment se mettre dans les Africains les uns contre les autres. Nous vivions ensemble avant. Le noir a existé avant l'occidental. Donc, tout a commencé avec nous. Donc, l'Afrique aujourd'hui est confrontée à ce qu'on appelle la politique. Et la politique, c'est une des inventions les plus dangereuses qui viennent de l'extérieur. C'est parce que ça ne nous appartient pas que c'est pourquoi on se bat à tout moment en Afrique. On avait nos villages, on avait nos coutumes, on avait nos rois. On n'avait pas de guerre comme on voit dans les pays européens où se tue à 50 millions de personnes, 20 millions. Et les querelles, ça existe entre les frères et les sœurs, ça existe toujours. Mais quand ça devient un truc quand il y a un problème entre des tribus, on réglait ça toujours. Il y a la sagesse africaine. Donc la politique est en train de vraiment désunir l'Afrique. Et l'Occident aime ça. Il n'aime pas nous voir unis. Même si quand nous sommes unis, ils font tout pour ouvrir une fissure. Ils envoient toujours un traître, toujours un faiblard. Ils envoient un homme qui a encore le cerveau plus lavé qu'un animal. Et c'est celui-là qui va commencer la division en Afrique. On l'a vu partout. On l'a vu en Afrique du Sud, au Zimbabwe. On le voit en Côte d'Ivoire. On le voit au Bénin, au Togo. On le voit un peu partout. L'Africain doit savoir ça. Ces inventions qui sont venues de l'extérieur, ce n'est pas pour notre bien. Quand il y a un diviseur, comme on dit toujours, il y a des divisés. Bien sûr. Ouais, donc, quand tu prends conscience de ça, tu dis, OK, on va dire... Je prends l'exemple des Chinois toujours. Okay. C'est les gens, ils ont eu des civilisations millénaires comme l'Afrique. Et ils reconnaissent l'ennemi. Ils reconnaissent quelque chose qui est étranger à leur culture. C'est nous les Africains, on n'a pas encore compris ça. Donc,
Mais ça va changer. Et qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut selon toi pour changer tout ça? C'est la plus belle chose pour nous, pour changer ça. On appelle ça la raison, la prise de conscience. C'est tout ce dont on a besoin. Parce que c'est avec la prise de conscience que l'être humain se libère. Quand tu n'es pas conscient que tu n'es pas libre, que tout ce qui t'est versé dans ton pays, dans ton cerveau, est extérieur à toi, tu as une névrose. Tu te comportes différemment parce que tu ne sais même pas pourquoi tu te comportes de cette manière. Tu ne sais pas pourquoi tu détestes ton voisin avec lequel tu vivais depuis des millénaires. Tu ne sais pas pourquoi tu détestes ton frère. Tu ne sais pas pourquoi tu prends un instrument pour tuer ton frère. C'est ça. Parce que tu ne sais pas que tu es téléguidé. Parce que quelqu'un d'autre a une psychologie qui est incroyablement forte, qui peut te manipuler à faire des trucs contre nature. Donc c'est la connaissance qui nous libère. C'est quoi on demande? La prise de conscience. La dernière chanson de Bob Marley qu'il a chantée, Redemption Song, Emancipate Yourself from Mental Slavery. Okay. L'étranger est assis dans notre cerveau et il nous guide. Il peut nous guider quand? Et Bob Marley a compris ça. Il a pris du recul, il a dit, tant que ces gars sont dans notre cerveau, dans notre tête, on ne pourra jamais avoir la paix. Donc, je respecte les adultes, je respecte les tontons, les vieillards, j'imagine quand je prends soin de mes enfants, je suis respectueux envers ma femme. C'est ça la culture africaine. C'est ça, c'est comme ça on règle nos problèmes. Mais depuis qu'on a rencontré d'autres cultures, on est à cheval, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Et depuis les années 60, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Depuis la soi-disant indépendance. On ne fait que des guerres, on ne fait que s'entretuer. Dès que vous avez l'indépendance, vous commencez les guerres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on monte l'un contre l'autre, ou c'est des trucs qui sont étrangers à toi. Prends soin de ta connaissance. Sache qui tu es. Quand tu vas savoir qui tu es, tu vas savoir comment, où aller. Donc le mindset, déjà, est très important pour une amorce même de développement ici en Afrique. Alors, dis-moi, est-ce que tu as des rapports avec les autres grosses stars du reggae, je veux dire de la Côte d'Ivoire, Tikenja, il y a Alpha Blondy, il y a Serge Kassi, tout ça. Est-ce que vous avez des rapports? Oui, je suis en contact avec tout le monde, sauf Tikenja. Alpha Blondy, on a échangé plusieurs fois. Quand il est venu aux États-Unis, on a passé du temps ensemble. Et quand je vais en Côte d'Ivoire, je vais le voir aussi. C'était quand déjà tu es allé en Côte d'Ivoire la dernière fois? La dernière fois, je crois que c'était pendant le Covid, il y a 4 ans de cela. Si je te demandais de commenter un peu l'actualité ivoirienne ces temps-ci, qu'est-ce que tu dirais? Nous sommes en année électorale. On ne sait pas comment faire la politique. Et peut-être qu'il faut éduquer les gens d'abord, avant de leur demander de faire la politique. Parce qu'en Afrique, je ne crois pas qu'on fait la politique, on fait du tribalisme. Et c'est du tribalisme. Les nordistes restent avec les nordistes. Les sudistes restent avec les sudistes. Et de cette manière, l'Afrique ne va jamais évoluer. Jamais. Parce que si tu ne sais pas ce qui se passe et tu vas voter, ça veut dire que tu votes selon tes désirs. Et c'est ce que les politiciens savent. Ils savent que on peut toujours guider les gens à travers leurs désirs. C'est le désir. On dit, qu'est-ce que toi tu veux? Moi, je veux ça. Ok, je te donne ça. Vote pour moi. Qu'est-ce que toi tu veux? Moi, je veux ça. Ok, je te donne ça. Donc, les politiciens, quelques élus, quelques politiciens qui pensent savoir ce qu'ils font, ils contrôlent les gens à travers leurs désirs. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Et de cette manière, on ne va jamais faire la vraie politique. C'est pourquoi il y a des gens qui prônent qu'il faut bannir les partis politiques, parce que les partis politiques ne disent pas la vérité. Et c'est comme des commerçants. C'est jamais trop grand. C'est la seule entité qui veut toujours. S'ils vont avoir 1 million de votants, ils veulent ça. 10 millions, ils le veulent. La politique, c'est un mal en Afrique pour l'instant. Ce n'est pas supposé être un mal. Mais nos populations sont manipulées. Seulement s'ils pouvaient prendre du recul et savoir qu'on doit aller en tant qu'un peuple. La politique doit régir le pays. Ça doit faciliter le développement d'un pays. On doit voir. On fait la politique. On dit qu'on est indépendant depuis les années 60. Où sont nos universités? Nos centaines d'universités? Où sont nos centaines de routes ou d'hôpitaux? Et les boulots pour les enfants? Les manufactures? Qu'est-ce qu'on a? Le taux de chômage, c'est à plus de 50 à 60%. Tu te dis que tu es indépendant alors que tu ne décides même pas la destinée de ton pays. Quand tu es indépendant, tu décides
Aujourd'hui, on va construire les routes. Aujourd'hui, on va construire les manufactures. Aujourd'hui, on va inventer ça. Aujourd'hui, on va faire les universités. C'est toi qui décides. Les enfants qui finissent l'université, la plupart du temps, j'ai été à Abidjan, ils sont au chômage. Des gens qui ont bac plus 4, plus 5. Ouais. Ça veut dire que le politicien a failli à sa tâche. Si moi, je joue au football et je ne vaux rien, on me remplace, n'est-ce pas? Ouais. C'est la même chose pour la politique. Si tu n'es pas bon dans quelque chose, il ne faut pas t'y mettre. Parce que tu vas retarder toute la communauté. Donc, les politiciens n'arrivent pas à unir le peuple. Ils pensent à être... Ils veulent être élus, c'est tout. Mais ils ne voient pas comment prendre le pays de ce niveau à un autre niveau. Dans 100 ans, notre Afrique ou notre Côte d'Ivoire, ce sera la même chose. Mais comme je suis de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas de la Côte d'Ivoire. Je vois des gens de 20 ans, 30 ans, 40 ans qui n'ont pas de boulot. On peut faire des petits cafés ici, on peut faire des petites industries. Pourquoi la plupart des Africains quittent l'Afrique pour aller en Europe? Il y a du soleil en Europe, il y a du soleil en Afrique, il y a de la terre en Afrique. Pourquoi c'est nous qui faisons toujours l'immigration? Et donc la politique, nos politiciens ne savent pas ce qu'ils font. Et ils perpétuent le fait que nos populations ne sont pas éduquées. Et ils votent après 5 ans ou 6 ans, il ne sait pas c'est combien d'années. Et puis après les votes, et puis ça, ils ne foutent rien du tout. Donc la politique en Afrique, c'est un truc vraiment difficile. On ne sait pas où commencer ça. Mais j'exhorte les Africains à vraiment s'éduquer et à pouvoir confronter les politiciens et leur dire, nous sommes fatigués d'aller à l'étranger. Est-ce que vous pouvez développer notre pays pour que nous on reste ici? Les Chinois restent en Chine. Tu peux aller faire du tourisme, mais revenir. Mais nous, on ne fait pas de tourisme. On vient faire 20 ans, 30 ans, 40 ans à l'étranger pour pouvoir se faire une maison en Afrique. Le petit Européen ne fait pas ça, il reste chez lui. Pourquoi c'est nous qui sortons tous de chez nous? La position des pays de l'AES. Comment est-ce que tu entrevois leur posture actuelle? Ouais, c'est un bon commencement. On aurait dû commencer l'AES il y a plus de 70 ans. On serait mieux placé aujourd'hui. Et comme je disais, mon chapeau au pays de l'AES. J'ai beaucoup de respect pour ces 3 pays. Et on dit que l'Afrique, on a 54 États. J'espère que les 54 pays vont s'unir comme l'AES. C'est un rêve, j'espère que c'est possible. Mais on a besoin de plus d'AES que de pays soi-disant indépendants. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un album qui est en vue, mais quelle est vraiment ton actualité? Je veux dire, est-ce qu'il y a aussi des concerts aussi en vue? Est-ce qu'il y a tout un programme qu'on peut déjà considérer? Oui, je suis en train de travailler sur l'album. C'est comme une femme enceinte. Quand nous sommes en gestation, on ne fait pas de concert. On se concentre sur les inspirations. Je suis en train d'écrire et réécrire, soigner les textes. Et je travaille entre les États-Unis, l'Afrique et la Jamaïque présentement. Je fais les maquettes ici et là. Je prends les producteurs que j'aime. Et puis, selon leur talent, selon ce qu'ils savent faire, je leur donne une chanson en français ou en anglais. Le prochain titre va avoir 6 chansons en anglais et 4 en français. Et donc, je ne fais pas de concerts présentement, je me concentre. Tous les jours, je suis en train de faire la musique. Cette fois-ci, il faudrait vraiment prévoir quelque chose en Côte d'Ivoire. Oui, ça se fera. Surtout que, comme je disais, l'enfant, il est à l'université maintenant, c'est lui que j'attendais. Donc, je suis vraiment libre maintenant de faire la tournée. Tu es aussi, on l'a bien dit, tu es maître de karaté, tu es champion de karaté. J'ai enseigné un peu partout aux États-Unis, j'ai enseigné dans plus de 10 différents dojos. Et maintenant, je fais du privé. Et on m'appelle, on me fait les réservations. J'enseigne les hommes, les femmes, les enfants, et les groupes de jeunes filles, les groupes de jeunes garçons. So you cannot generate speed from standing upright. So bend your knees, look mean and lean like you're about to do something really mean. Ready? This is it. I'm coming. The drill we just worked on. Let me see now how it works with you. Are you ready? I'm attacking you. I'm coming after you. Are you ready? Boom! Very nice. That's how it works, guys. Some energy, speed. That's all you have to do.
He doesn't do anything, there's nothing you can do, just wait for him. Tu enseignes de façon... ça, c'est privé maintenant. Personnel maintenant. Personnel maintenant. Donc, Ok, d'accord. tout le monde peut m'appeler. Voilà. Quand vous Donc de lancer un appel à tout le monde. Appelez-moi. Tous ceux qui voudraient se faire enseigner, surtout dans cette discipline de taekwondo. C'est très important. Voilà. Les femmes que j'enseigne, je leur dis toujours, à moins que tu ne battes pas ton mari, il n'y a pas de problème. Il faut signer un document que tu ne vas pas battre ton mari avec les arts martiaux. Et les enfants, tu leur enseignes la discipline, toujours faire gentil avec ton frère et ta soeur. Il faut partager vos jouets, et puis il faut protéger. Donc, les arts martiaux, c'est l'une des plus belles disciplines sur la planète. C'est un truc de discipline. Mais voici aujourd'hui, grâce à ça, je ne fume pas, je ne bois pas. Et je suis toujours conscient de mon état d'âme. C'est la santé. Et puis, c'est protéger les autres. Et on va aux arts martiaux parce qu'on pense qu'on veut tabasser tout le monde. Mais la première des choses que tu vas rencontrer quand tu deviens un maître, c'est que la première personne à contrôler, c'est toi-même, c'est tes émotions. Donc, c'est ce qui est bien, c'est bien avec les enfants. Est-ce que tu as un projet de ce genre-là en Côte d'Ivoire? Oui. Je connais pas mal de maîtres en Côte d'Ivoire. Et présentement, ils sont en train de construire un studio de taekwondo en Côte d'Ivoire présentement. Donc, l'année prochaine, cette école sera prête aussi. Ah, tu es en train de faire un projet? J'ai un projet ils sont en train de faire un studio de musique. Un studio de musique et un studio de taekwondo. C'est bien. Qui sont côte à côte. Mes studios sont prêts maintenant. Ça a été construit du bas en haut. Tout est bien fait. Tout ce que je dois faire maintenant, c'est les meubler. Et puis me mettre dans la musique. Quand je ne fais pas la musique, je fais les arts martiaux. La même chose que j'ai fait aux États-Unis, je suis prêt à faire en Afrique. Okay. Et notre entretien tire à sa fin. Voilà, ta communauté, je te donne l'occasion de leur dire tes aspirations, tes projets, et puis voilà. Ouais, merci bien à la communauté. Je suis là, hein. Je suis là. Mais je suis désolé si je ne suis pas beaucoup dans la communauté. Mais je vais faire un effort. Je fais les arts martiaux, je produis, j'écris, je fais la musique, je deal avec les gens dans différents pays. Et puis il y a le boulot. Et puis donc ça me prend un peu. Donc quand je sors dans la communauté, je sais que c'est les États-Unis aussi. C'est un peu difficile pour tout le monde. Les gens, ils ont leur quotidien. Il ne faut pas les agacer avec toi, tes problèmes. Donc, mais si vous me voyez, dites bonjour, on peut se rencontrer et puis faire des arts martiaux. Je peux donner les classes à vos enfants. Et puis au prochain concert, je vais vous inviter. Et puis, je demande à ce que la communauté, on s'entende plus. Malgré nos bords, différents bords politiques. Voilà, nos différents bords politiques. Il faut vraiment s'entendre parce que, mais il faut voir comment est-ce qu'on peut faire avancer notre communauté. Non seulement notre communauté, aussi notre pays, et puis aussi notre Afrique. Donc, faisons tout pour nous entendre et n'écoutez pas les médisances. Et sachez qui vous êtes, respectez-vous vous-même. Et puis faites tout, tirons la charrue ensemble, la charrue de l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette belle note musicale de reggae que cet épisode de Théo Media Talk prend fin.
Cette émission a été une véritable célébration de la richesse, de la culture et du talent africain. Brother Ayuba, par son parcours exceptionnel, nous rappelle l'importance de la diversité et de l'engagement. En tant qu'artiste, il utilise la musique pour éveiller les consciences, offrant ainsi une voix à ceux qui sont souvent dans l'ombre. Sa passion pour les arts martiaux, quant à elle, illustre la discipline, la persévérance et l'excellence des valeurs fondamentales qui transcendent les époques et les frontières. Son expérience constitue un témoignage puissant de la manière dont l'art et le sport peuvent se rejoindre pour créer un impact positif au sein des communautés comme les nôtres. Merci donc à Brother Ayuba de sa présence sur notre plateau et nous espérons, nous espérons que cet entretien éveillera en chacun de nous le désir de poursuivre nos propres passions tout en célébrant notre héritage culturel. Je suis Théo Koukounion, merci de nous avoir suivis jusque-là et je vous dis à très vite pour nos prochaines émissions.